sujet, donc, Falila, hein, le report du deuxième tour de la présidentielle, cette fois en Guinée-Conakry. Élection de sortie de crise, selon la formule consacrée là aussi. Ce seront donc c'est le premier scrutin pluraliste du genre depuis l'indépendance, etc. Bref, tout a été dit. Alors, on aura retenu deux choses. D'une part, que donc l'élection a été reportée. D'abord, le nouveau président de la commission électorale, qui est malien, avait avancé la date du 31, donc ce dimanche, avant que le général Konaté, le président de la transition, ne dise ce sera le 7. Bon, bref. Alors, déjà, on a le sentiment qu'ils ont du mal à accorder leur violon et que le climat est loin d'être serein. Absolument. La date du 31 octobre qui avait été suggérée par le président de la CENI, tout le monde n'était pas d'accord. C'est Cellou Dalein Diallo a trouvé que c'était trop tôt. Alpha Condé, lui, estimait qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait organiser les élections. Apparemment, le président par intérim a estimé que c'était trop tôt, puisqu'on passe au 7 novembre. Alors, juste un instant, justement, on va voir une illustration de notre sujet avec Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé à sa suite, s'exprimant à propos de ce report donc du deuxième tour. Je pense que le 31 est trop proche. C'est la première fois que le candidat que je suis demande un report de l'élection. La situation requiert, je pense, qu'on se prenne le temps pour penser les plaies et restaurer l'ordre et la confiance entre les communautés avant de se lancer dans l'organisation de ce second tour. J'espère que la Guinée va à l'élection du 31, car ça fait 2 ans que nous sommes privés de toute aide internationale. Voilà. Alors, on aura compris, Frédéric, que l'argument de Cellou Dalein Diallo finalement a primé, a prévalu. Conformément au texte, il fallait une semaine de délai pour convoquer donc le deuxième tour, et le délai ne serait pas respecté si on avait maintenu le 31. Au fond, c'est ce qu'a invoqué le général Konaté pour le choix du 7. Alors, lorsque Alpha Condé dit qu'il y a urgence d'aller au deuxième tour parce que tout est suspendu à ces élections, est-ce que pour autant il faut précipiter les choses? Je crois que depuis le début de ce processus, on tient absolument à aller à l'élection le plus vite possible. Je ne sais pas si c'est par peur de retour des vieux démons. On sait que l'avocat de Dadis Camara va faire un communiqué aujourd'hui, par exemple, pour prendre position. On sait que François Lawson-Lifol, qui est le représentant d'Alpha Condé, le porte-parole, dit qu'il faut absolument aller aux élections et après on parlera de réconciliation. Enfin, je trouve que c'est des discours extrêmement étranges. Limite, oui. Et puis on sait parfaitement que ce qui est gênant, c'est que les deux candidats se vouent une haine absolue. On sait qu'ils devaient être ensemble sur une mission de pacification dans les villes qui ont été témoins de grandes émeutes le week-end dernier, Mamou, Sigaré, Sigaré. Et donc, Alpha Condé a catégoriquement refusé. Invoquant des raisons de sécurité d'ailleurs, Falila. Voilà, officiellement, il n'a pas refusé, ce sont les militants qui l'empêchent de partir. C'est la raison officielle. Il y a vraiment une situation, une ambiance délétère de suspicion, sans parler bien entendu de ce que redoute tout le monde, c'est-à-dire que ça ne bascule véritablement vers un affrontement politico-ethnique sévère. Laure. C'est mal parti, surtout qu'il y a eu cette histoire d'empoisonnement à l'eau de militants d'Alpha Condé. Donc du coup, ça a tourné en haine contre les Peuls. Il y a aussi des conflits entre Peuls et Malinké qui datent aussi de longtemps, qui sont en train de refaire surface. Et j'ai pas l'impression que des deux côtés, que ce soit Alpha Condé ou Diallo, qui maîtrisent vraiment leurs militants et qu'ils arrivent à les calmer. C'est ça qui fait un peu peur. Je crois que c'est important aussi, c'est l'armée. On sait très bien qu'apparemment il y a un convoi de l'armée qui a été caillassé, il y a eu une descente punitive au siège du parti de Diallo. Donc on sent que même l'armée est tendue. On ne sait pas ce qui va se passer. Après le second tour, on dit que Sékouba Konaté partirait à l'étranger, en Allemagne. Que va-t-il se passer? Est-ce que cette espèce d'anarchie politique, de cirque démocratique, moi j'appelle ça un cirque démocratique, indigne de l'événement d'ailleurs. Tout à fait, absolument. Il y a des discours absolument irresponsables. Oui. Que va faire l'armée à force de blocage, à force de report, à force de mauvaise foi, de discours. Juste le risque, c'est que si les conflits ethniques continuent, ça devienne justement une guerre ethnique
et que l'armée reprenne le pouvoir et que ça finisse encore en junte ça militaire. devient Et ça, c'est tout à fait à éviter, je crois. Autrement dit, Pierre, on ne peut pas prendre pour argent comptant. Souvenez-vous, la semaine dernière, les deux candidats s'étaient engagés, quel que soit le vainqueur, à mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ils ont même signé un accord là-dessus et à mener une campagne sans violence, etc. C'est de l'esbrouf C'est de l'esbrouf, mais en même temps, c'est plus que jamais nécessaire parce que. Donc il faut y croire. Oui, parce que le problème principal de la Guinée, c'est quand même le fait que beaucoup de non-Peuls, enfin les électeurs qui ne sont pas Peuls, considèrent que les Peuls ont déjà le pouvoir économique. Donc ils se disent si les Peuls ont en plus le pouvoir politique. Nous on se retrouvera exclus, marginalisés. Donc s'il n'y a pas un gouvernement d'union nationale, ces sentiments vont croître et on le voit avec cette histoire d'empoisonnement qui prend un tour dramatique. C'est vrai qu'il peut y avoir la communauté Peul peut courir des risques. On l'a vu dans le passé, il y a quand même eu des milliers de Peuls qui ont dû fuir la Guinée, qui ont dû s'enfuir. Voilà, il y a beaucoup de Peuls. On le voit à Dakar, il y a des centaines de milliers, voire 1 million de Peuls de Guinée, et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, il est plus que jamais nécessaire qu'il y ait une union. Et aussi, je pense qu'Alpha Condé n'aurait peut-être pas dû céder à ses militants, parce que dire mes militants me disent s'il veut diriger un pays, il faut quand même que ce soit lui qui transcende, qui exerce un véritable leadership. Alors, est-ce que finalement le général Sekouba Konaté n'est-il pas plus que jamais l'homme de la situation, Frédéric? Est-ce que finalement l'élite politique guinéenne a un comportement qui une fois de plus nous désarçonne, quoi? Enfin, 50 ans après l'indépendance, 50 ans après avoir attendu la possibilité de rail démocratique, voilà. Oui, je pense que les candidats à l'élection n'ont pas été à la hauteur de cet événement. C'est vrai que depuis 50 ans, on attend cette élection, les Guinéens attendent cette élection, et finalement, ça va profiter sans doute, comme dit Laure, au retour de l'armée. C'est vrai que on sait très bien que l'armée guinéenne n'est pas une armée qui est tenue, c'est une armée de soudards. Faut pas hésiter à dire le mot. Et donc voilà, Sekouba Konaté tient encore les choses. On sait très bien qu'il en a ras-le-bol des politiques. Il tape du poing sur la table, et puis il est tout à fait capable, à mon avis, de démissionner ou enfin d'arrêter sa mission. Alors, est-ce qu'en dehors des politiques, sans être parano, est-ce qu'il n'y a pas d'autres forces centrifuges, sous-régionales, voire aussi de Guinéens, militaires ou pas, qui au fond, pour qui c'est tout bénef que ce processus s'enlise? Oui. Moi, je penserais à la société civile parce que jusqu'ici, elle n'a rien dit. Depuis qu'on est rentré dans le processus électoral, elle a tout fait pour qu'on aille au processus électoral. Elle ne dit rien. Et je pense que ce serait peut-être une force d'appui en termes de neutralité pour le général Konaté, qui lui est soumis à la pression internationale plus que les candidats. Donc lui, je pense qu'il lui a un objectif de résultat. Et peut-être que la société civile, justement, parce qu'on a peur de dérives ethniques, de dérive ethnique, c'est peut-être le moment qu'elle intervienne, parce que jusqu'ici, j'ai l'impression qu'elle s'est dit bon, on a organisé les élections, les candidats, il y a 2 candidats qui sont susceptibles de devenir président de la République, c'est peut-être à eux de jouer, mais je pense qu'elle doit revenir. Et puis à la décharge de la Guinée, la démocratie, ça ne s'en prend pas en 2 semaines ou en 3 mois. C'est pas parce qu'on attend l'événement depuis 50 ans que tout le monde est prêt. Et voilà. Et puis c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'élection pluraliste pour se déterminer. C'est le moment où les gens s'expriment et puis ça peut partir dans des dérives, mais c'est peut-être pas parce que les hommes politiques guinéens sont pas plus immatures que d'autres. La preuve, c'est maintenant qu'on va aller aux élections en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il fallait plus de temps pour organiser correctement les élections. Voilà. Eh ben, on terminera avec ces 2 bonnes paroles, somme toute très sages. Et puis avant de nous quitter, la présentation d'un ouvrage, la compilation de 20 ans d'articles et d'existence du Courrier international, Pierre, et avec un chapitre particulier sur l'Afrique. On a mis l'accent sur l'Afrique. Le seul continent auquel on a consacré un chapitre entier, c'est l'Afrique, parce qu'on a pensé que sur ces 20 dernières années, un phénomène majeur, c'est l'émergence de l'Afrique, et l'Afrique dont on a longtemps dit qu'elle n'arrivait pas à sortir de ses difficultés économiques. L'Afrique commence enfin à émerger, et l'Afrique fonctionne, et c'est une réalité. Ce n'est pas l'Afrique en panne, ce n'est pas l'afro-pessimisme, c'est l'Afrique qui bouge et qui avance. L'Afrique qui se réveille. Qui se réveille, voilà.
C'est donc la fin de cette émission. Merci mesdames, messieurs. Mes remerciements également aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse, à retrouver sur les sites internet respectifs de RFI et de TV5 Monde. Rendez-vous à la semaine prochaine.